Bonjour, Alban Romier, on va évoquer l'arthroscanner du genou, quand et pour quels résultats. L'exploration radiologique du genou, il faut bien comprendre que l'IRM reste l'examen de choix parce que c'est un examen performant qui permet une visualisation globale des différentes structures du genou. C'est non invasif, à l'inverse de l'arthroscanner qui va nécessiter une ponction, une arthrographie préalable, et c'est un examen facilement programmé avec des délais acceptables actuellement. L'IRM reste l'examen de choix, mais c'est un peu limité parfois par la résolution spatiale. Une image, c'est une succession de pixels qui vont constituer cette image-là, et dans le volume qu'on étudie, on parle de matrice qui est l'ensemble des pixels. Pour une même surface, une même étendue étudiée, l'IRM va avoir une matrice moins fine que celle du scanner, avec moins de pixels, une résolution plus basse, et l'image qui en résulte, elle va être relativement pixelisée, et si on prend l'exemple de cette photo, on reconnaît qu'il s'agit d'un visage, mais il y a une certaine déformation et une certaine perte d'information. Et le problème en IRM, c'est qu'habituellement, on travaille avec des coupes de 3 mm d'épaisseur. Donc en fait, l'image, le pixel va être la traduction de ce qui se passe en termes de signal IRM dans un volume qui n'est pas cubique, 3 mm d'épaisseur, avec un côté de 0,8 mm en général. Donc du coup, sur ces 3 mm, il se passe pas mal de choses, donc on perd de la résolution spatiale. On peut essayer de compenser ça en utilisant des séquences 3D où on va récolter le signal IRM dans des cubes et non plus dans des pavés, donc des cubes de 0,8 de côté. Le problème, c'est qu'on va se heurter à un problème du signal sur bruit qui va faire que l'image va être moins contrastée, et donc ce qu'on gagne en résolution spatiale, on le perd en résolution de contraste. Le problème de la résolution spatiale est bien réel pour l'évaluation IRM de la chondropathie. L'arthroscanner est bien supérieur pour l'évaluation de la chondropathie. Et si on prend cette image pixelisée qui pourrait correspondre à celle de l'IRM, le passage à l'arthroscanner ou le scanner avec une matrice avec une résolution supérieure permet d'avoir une image de meilleure qualité pour la chondropathie. On compare ici à un même niveau de coupe un scanner à gauche, une IRM à droite. Vous voyez qu'on a des irrégularités cartilagineuses qui n'ont aucune traduction en IRM. Des lésions un peu plus profondes qui atteignent à peu près 50% de l'épaisseur du cartilage. On a au mieux une petite hétérogénéité, mais on a un réel manque de résolution spatiale. C'est particulièrement vrai au niveau de la chondropathie patellaire, où on a souvent ces images frangées en arthroscanner qui se traduisent au mieux par une petite hétérogénéité de signal en IRM. On rate effectivement les chondropathies modérées. En revanche, en IRM, on ne va pas rater quand même l'essentiel quand on a des mises à nu de l'os sous-chondral, le cartilage étant ici, la limite avec l'os sous-chondral étant ici. Donc on a un défect cartilagineux qui s'accompagne d'un œdème intraosseux. On est sur une chondropathie de stade 4, et donc si l'on rate des chondropathies modérées, la chondropathie évoluée avec œdème sous-chondral sera bien vue, et cette notion d'œdème sous-chondral qui est vue à l'IRM n'a pas de traduction sur le scanner. L'évaluation du ménisque, l'IRM est bien entendu l'examen de première intention, qui est suffisant dans la quasi-totalité des cas. C'est une évaluation qui est fiable, et l'arthroscanner ne sera qu'un complément exceptionnel en cas de discordance. Vous connaissez ces histoires de nomenclature, les fissures qui sont dans la longueur du ménisque, les fissures longitudinales dans 80% des cas, les fissures radiaires dans 20%. Ces fissures longitudinales, elles peuvent être horizontales, ce sont des fissures dégénératives du ménisque de l'adulte de plus de 40 ans, auxquelles on ne touche habituellement pas. Les fissures traumatiques sont majoritairement des fissures verticales, qui peuvent être incomplètes lorsqu'elles ne s'ouvrent que sur une face articulaire du ménisque, ou complètes lorsqu'elles sont transfixiantes. Certaines lésions sont des lésions assez périphériques en zone rouge. On va évoquer la possibilité d'une désinsertion capsulaire. 20% des lésions sont des fissures radiaires qui peuvent également être incomplètes, complètes ou déplacées. Ces fissures radiaires ont une conséquence biomécanique extrêmement importante. Quand on a une fissure radiaire, le ménisque va s'écarter à la mise en contrainte du plateau tibial interne. Habituellement, on a 40% de la contrainte mécanique absorbée par le cartilage. En cas de fissure radiaire, on va passer à 100%, on va plus que doubler la contrainte mécanique avec une évolution arthrogène. Une désinsertion d'une attache méniscale va posséder le même effet arthrogène comme une radiaire.
Cette importance biomécanique des fissures radiaires a été décrite dès 2009 par l'équipe de Chevreau et Drapé en évoquant la notion d'insuffisance méniscale avec la théorie du lasso. Cette théorie du lasso, en fait, on va avoir les ligaments ménisco-fémoraux qui vont se continuer par le ménisque externe, en avant par le ligament interméniscal antérieur, jusqu'à la racine postérieure du ménisque interne. On a une continuité anatomique, biomécanique importante, c'est le lasso méniscal. Et ce lasso, cette continuité, va empêcher la tendance expulsive fémorotibiale. Une fissure radiaire, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez une coupe externe en dehors de la fissure radiaire. Vous retrouvez le triangle méniscal noir physiologique. On se décale d'une coupe, on a l'absence de ce triangle méniscal. On parle de ménisque fantôme, on est sur la zone de fissure radiaire. Et lorsqu'on va un peu plus en interne, on retrouve la tache méniscale postérieure. Dans le plan coronal, vous retrouvez également cette zone de fissure, dans le plan transverse également ici. Et chez cette patiente qui présente une fissure radiaire, vous remarquez que normalement le ménisque doit être dans l'alignement du bord externe du condyle et le bord périphérique du plateau tibial. Ce ménisque déborde largement vers l'extérieur, ce qui montre l'interruption du lasso qui fait que le ménisque peut s'écarter, la tendance expulsive fémorotibiale. On est sur une fissure radiaire déplacée avec la conséquence mécanique. Autre élément important, la classification pour les lésions méniscales, en sachant que la vraie fissure va correspondre au stade 3, une image qui s'ouvre sur la surface méniscale. On peut avoir dans le cadre de certains traumatismes des lésions intraméniscales, horizontales, mais ne s'ouvrant pas. On peut parler éventuellement de contusion. Le stade 1 étant souvent des lésions dégénératives de méniscose. Cette distinction grade 2, grade 3 reste tout à fait difficile, en sachant que quand on a ce doute-là, le plus souvent, il n'y a pas de fissure. On a tendance à majorer, à rendre comme fissure ce qui ne va être qu'une anomalie intraméniscale. Dans ce cas-là, l'arthroscanner peut apporter un rôle intéressant puisqu'on va avoir injecté du produit de contraste blanc ici au sein de l'enveloppe articulaire. Si il y a réellement une image fissuraire, si cette image correspond à une image fissuraire, on aurait du passage de produit de contraste au sein de cette fissure. L'absence de passage montre qu'on est sur une lésion de grade 2. On réalise cependant en pratique peu d'examens d'arthroscanner dans cette indication-là. On va plutôt les réaliser dans le cadre d'IRM douteuses, discordantes avec la clinique d'une lésion instable. Voici un patient qui présente un ménisque irrégulier avec une concavité supérieure, méniscale ici, mais pas de réelle languette méniscale. On se décale en externe, on retrouve cette concavité supérieure, mais l'absence de fissure vraie. Quand on fait l'arthroscanner et qu'on va récupérer une résolution spatiale supérieure, on est sur une coupe de moins d'1 millimètre d'épaisseur, avec l'effet arthrographique qui va mouler la périphérie méniscale, on se rend compte qu'on a une petite lésion méniscale, alors que l'IRM pour le même niveau de coupe était négatif. En externe, voici à quoi cela ressemble. On peut avoir d'autres discordances, avec notamment chez ce patient qui présente des blocages intermittents, une petite hétérogénéité de signal périphérique, mais sans fissure vraie. L'arthroscanner va mouler et montrer qu'il existe bien une lésion fissuraire bien réelle chez ce patient. On connaît ces histoires de zone blanche, zone rouge, avec la périphérie du ménisque qui présente une vascularisation, ce qui permet une cicatrisation éventuellement spontanée ou après suture. On peut avoir de problèmes on peut observer chez un certain nombre de patients, en rapport avec ces structures vasculaires, un hypersignal vertical périphérique qui peut mimer une fissure verticale. Chez ce patient pour lequel on avait spontanément cette image en IRM, une arthro-IRM a été réalisée. Ce produit correspond à du produit de contraste en T1, donc qui reproduit l'effet arthrographique donc, tel qu'on l'a sur l'arthroscanner. On voit que le produit bien blanc injecté ne passe pas dans cette zone-là, donc il n'y a pas de fissure. Et en T1, on voit que cette zone est en signal discrètement augmenté. Après injection de gadolinium, on voit qu'il y a un rehaussement important qui correspond à une congestion veineuse post-traumatique, et cette image-là ne correspond qu'à une image vasculaire. Vous voyez ici que la coupe arthroscanner correspondante montre l'absence de fissure verticale.
Certains sensibilisent la détection de ces lésions périphériques méniscales par la flexion. Vous voyez ici une image réalisée en extension où on a une petite irrégularité, mais sans fissure périphérique franche. La flexion permet de sensibiliser en mettant en traction les différentes structures et de faire apparaître une authentique fissure. Comme ici également, où on voit une irrégularité au niveau de la tâche capsulo-méniscale inférieure qui correspond à une vraie fissure complexe. L'arthroscanner va également être très intéressant dans le contrôle IRM après suture. La suture va donner une hétérogénéité de signal du ménisque, difficile d'interprétation, alors qu'en arthroscanner, on va mouler la périphérie méniscale. On peut avoir des petites images de produits de contraste qui ne sont retenues comme non pathologiques si elles intéressent moins de 50% de la hauteur du mur périphérique. La notion d'instabilité de la lésion méniscale, c'est une notion arthroscopique à la palpation au crochet qui permet de montrer que les fissures sont associées à un fragment instable. On peut l'avoir dans les fissures verticales complètes étendues, comme ici, ou dans les fissures horizontales avec un petit refend radiaire qui peut dégager un petit flap qui migre habituellement dans le récessus inférieur. L'instabilité, deux cas de figure, on peut avoir spontanément un fragment méniscal déplacé ou quand la fissure présente certains critères que nous allons voir ensuite, on peut suspecter le caractère potentiellement instable, qui est donc suspecté devant une fissure étendue, complexe, un hypersignal liquidien au sein de la fissure. Et cette instabilité, on l'a aussi en fait grâce à une donnée IRM qu'on n'aura pas sur l'arthroscanner, qui va être quand on a une languette méniscale qui est mobile, elle va venir s'interposer entre le ménisque et l'os, donner des phénomènes de compression sur l'os avec une zone œdémateuse qui montre le caractère, qui prouve le caractère instable de cette petite languette méniscale, plus difficile à voir, qui donc va nécessiter un geste arthroscopique de régularisation méniscale. L'arthroscanner est performant grâce à la vue arthrographique avec du passage de produits de contraste au sein des fissures de façon indiscutable, quasiment binaire, passage ou absence de passage. On a évoqué maintenant les lésions de l'endosquelette, donc c'est-à-dire du triangle méniscal tel qu'on le voit. La vision moderne apportée notamment par Jean-Noël Ravet va être de bien réfléchir en termes de exoménisque. Le docteur Ravet utilise cette image de béton armé avec une armature au sein du béton qui va correspondre à l'endosquelette, donc le triangle méniscal. De cette image de béton armé vont dépasser des armatures métalliques qui vont permettre de fixer la structure aux structures environnantes. C'est ce qu'on appelle l'exosquelette. Donc cet exosquelette sur le plan externe va être en partie représenté par le ligament antérolatéral, dont on parle beaucoup notamment dans les lésions du ligament croisé antérieur. Vous voyez ici un patient qui a sur l'IRM initial une atteinte du ligament latéral interne avec un hypersignal ligamentaire, un hypersignal de l'attache du ménisque sur cette structure ligamentaire, sur un hypersignal de son exosquelette. 6 mois après, le ligament latéral interne a retrouvé son hyposignal physiologique, persiste un œdème sous le ménisque, montrant une instabilité méniscale expliquant le syndrome méniscal à triangle normal. Il y a probablement une lésion de l'exosquelette que l'arthroscanner ne permet pas ici de visualiser. C'est un faux négatif. Dans un certain nombre de cas, on peut voir des irrégularités beaucoup plus importantes associées à des chondropathies apparues à distance du traumatisme, montrant l'insuffisance méniscale à triangle méniscal normal, avec donc un doute important sur une lésion de l'exosquelette. Tout cela reste d'interprétation extrêmement difficile et l'arthroscanner va être un complément de l'IRM avec des faux positifs, des faux négatifs de l'un et de l'autre, donc un aspect complémentaire de ces deux imageries-là. Autre patient qui va présenter une lésion importante initiale avec une atteinte du ligament latéral interne, une rupture du LCA, une atteinte du plan externe avec un hypersignal important de l'exosquelette et donc notamment en projection du ligament antérolatéral. Ce patient va avoir une plastie de LCA avec une douleur externe
qui correspond à quoi? À l'incompétence méniscale, l'insuffisance méniscale, à triangle méniscal normal par probable atteinte de l'exosquelette, ce qui est difficilement vu ici, mais associé à cette atteinte du LCA, il y a probablement une atteinte du ligament antérolatéral qui explique cette évolution défavorable. L'arthroscanner quand? L'arthroscanner est l'examen complémentaire d'une IRM discordante avec la clinique. Elle permet de corriger certains faux négatifs. Je vous remontre cet exemple-là, où l'IRM ne montre pas la petite languette méniscale, bien vue en arthroscanner, et cette fissure périphérique non vue en IRM. Elle permet de corriger certains faux positifs de l'IRM, avec cette image vasculaire mimant une fissure verticale périphérique. L'arthroscanner permet également d'avoir une certaine approche pour comprendre les lésions de l'exosquelette, même si cela reste extrêmement difficile. Conclusion, l'IRM est l'examen en coupe de première intention dans l'exploration du genou, et l'arthroscanner doit rester un complément exceptionnel dans certaines discordances. Cette présentation utilise de nombreuses diapos d'exposés extrêmement bien faits, notamment du docteur Ravet et de l'équipe de Cochin, avec notamment le docteur Drapé. Je vous remercie.